Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Cette semaine, à la une de l'actualité économique lyonnaise, Sanofi va faire le ménage en interne. Le groupe pharmaceutique a annoncé qu'il se séparerait de son activité santé grand public dès l'année prochaine. Cela concerne notamment la production de paracétamol, Doliprane. En se concentrant sur les médicaments et les vaccins, Sanofi pourrait faire jusqu'à 2 milliards d'euros d'économies d'ici 2025. Le Wikipédia de l'immobilier va se lancer en bourse. Fondé à Lyon en 2018, Promis permet de connaître rapidement la valeur de son terrain. Avec Sébastien Chabal comme associé, l'objectif sera de lever 8 millions d'euros au printemps prochain, ce qui permettra notamment de laisser le site en accès gratuit. Et puis François Thuiller devient président du conseil de surveillance d'Orapi. Le PDG de Paredes l'intègre avec deux autres collaborateurs dans le cadre de l'OPA menée par son groupe lyonnais pour devenir le leader français de l'hygiène professionnelle. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler de sécurité des entreprises. Dans un contexte de guerre économique, nos entreprises sont en danger et elles doivent se protéger. Les risques sont multiples, risques économiques, commerciaux, fiscaux, humains, etc. Même les entreprises les plus grosses et qui ont l'air les plus rodées à cette protection des entreprises peuvent se faire avoir quelquefois au risque de mettre la clé sous la porte. Donc afin d'évoquer ces risques, les moyens de les identifier et surtout de les éviter ou de les corriger quand c'est encore possible, je reçois aujourd'hui David Ornus, qui est un expert dans ce domaine-là de l'intelligence et de la sécurité économique, qui dirige une entreprise qui va dans ce sens-là et qui est auteur d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Danger Zone, dont on va parler tout à l'heure, qui est un témoignage donc d'un professionnel de la gestion de crise. David Ornus, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots sur votre activité qui est mystérieuse? Quand on parle de ce type d'activité, on se pose plein de questions, ça suscite des fantasmes. En quoi consistent vos activités? Mes activités tombent dans le spectre de ce que l'on appelle la sécurité économique, c'est-à-dire que ce sont des prestations transversales qui permettent aux entreprises ou aux organismes, quels qu'ils soient, de limiter leur exposition au risque et donc les conséquences auxquelles ils pourraient être confrontés en cas d'incident, d'accident, de crise, de conflits divers et variés ou de soucis majeurs en termes de criminalité économique. Alors quand on parle de sécurité, on est d'accord que dans votre activité à vous, on ne parle pas de gardiennage. Non, Hein. on est bien d'accord. Cet intérêt pour la sécurité des entreprises, elle vous vient d'où? D'une expérience personnelle? Non, non, pas du tout. En fait, très vite, je me suis rendu compte que ce qui faisait mon être profond, c'était le sens de l'engagement et l'assistance aux autres, l'assistance aux personnes. Et lorsque je me suis engagé à l'armée, à l'occasion de mon cours d'officier de réserve à Coët-Quidan, la devise, c'était l'audace de servir. Donc en fait, la notion de service pour moi est importante et en fait, je sers les intérêts de mes clients qui ont des problématiques sécuritaires qui les impactent, parfois significativement ou sévèrement. Et lorsque les gens ne savent plus vers qui se tourner, en fait, je suis un petit peu le dernier recours. Et moi, j'ai l'habitude, surtout en situation de crise, d'aller trouver des solutions clés en main pour amoindrir le choc d'une problématique liée à la sécurité économique des entreprises. Alors vous êtes lancé dans cette activité il y a une vingtaine d'années, il y a eu un Oui. facteur déclencheur, il y a une période spécifique où il y avait plus de demandes dans ce domaine-là? Non, il y a maintenant 22 ans, j'ai fait un troisième cycle à l'École de guerre économique à Paris, qui est dirigée par Christian Arbulot, qui est un des pères fondateurs de ce que l'on appelle l'intelligence économique, un concept encore un petit peu compliqué à comprendre parfois pour les néophytes, qui signifie en fait travailler sur la compréhension des enjeux économiques et d'éviter l'exposition au risque des entreprises et des organismes. Et une fois que j'ai eu fait ce troisième cycle à Paris, effectivement, je me suis lancé dans une activité de conseil en intelligence économique et rapidement, les clients m'ont interrogé sur un certain nombre de soucis et de problématiques liés à la sécurité, de la mobilité internationale, en cas de conflits sociaux, sur les questions d'investigation, de respect des normes et de la gouvernance. Est-ce qu'à l'époque, la sécurité économique en France était négligée? Négligé, je ne sais pas, mais c'est une thématique. Le mot sécurité économique est parfois compliqué à comprendre. Les gens n'ont parfois pas la compréhension du concept de sécurité globale. Aujourd'hui, on parle de sécurité routière, on parle de cybersécurité, on parle de sécurité sanitaire, de sécurité alimentaire. Et dans le concept global de sécurité nationale, en fait, la sécurité économique est un pan entier en matière de protection de nos intérêts vitaux et de nos intérêts économiques, et pas seulement des entreprises privées ou de défense. L'ensemble du spectre et de l'écosystème économique
est sous menace. Et en fait, il faut aujourd'hui être très conscient d'un certain nombre de menaces extra-concurrentielles, ultra-concurrentielles, notamment en matière de conflictualité économique, donc de guerre économique. Et en fait, nos entreprises, toutes tailles confondues, sont extrêmement vulnérables parfois. Alors, il y a toute une partie gestion de crise dans votre métier. C'est quand même un métier nouveau, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas de gestion de crise dans les années 70. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises ont conscience de ces dangers ou pas? De plus en plus, puisque les entreprises ont subi depuis 10, 15, 20 ans un certain nombre de crises majeures qui généralement deviennent très vite des crises de communication et du coup des crises réputationnelles. Mais à l'origine, il y a bien un incident ou un accident, décès, suicide dans une entreprise, prise d'otage, kidnapping, attaque. Et l'entreprise est soumise à une dose de stress extrêmement violente qu'elle doit gérer. Et si elle n'a pas un peu anticipé sur qu'est-ce qui se passe dans un organisme lorsqu'il y a une crise qui intervient, eh bien en fait, tout le système est disrupté et est en danger. Et moi, j'interviens généralement sur un certain nombre de crises, que ce soit du conflit social, de la disparition de personnes, de la menace de mort sur des dirigeants. Et par extension, c'est ce que je raconte dans mon livre, je travaille pour des solutions assurantielles qui assurent ce que l'on appelle les risques spéciaux, dont le risque de kidnapping avec demande de rançon. Est-ce qu'il y a des entreprises avant de se créer qui viennent vous voir justement pour prévoir ces dangers? Est-ce qu'ils viennent vous voir suffisamment tôt? Est-ce qu'ils viennent vous voir trop tard? On ne vient jamais trop tôt et vaut mieux venir trop tard que de ne pas venir. Mais effectivement, la notion d'anticipation dans l'appréhension du risque est toujours quelque chose qui est encore trop secondaire pour les dirigeants d'entreprise qui ont tendance à penser que ça ne leur arrivera pas. C'est assez français. On fait un petit peu la politique de l'autruche. Non, non, nous, on n'est pas soumis ou sujet à ce type de risque ou de problème. Et le jour où ça arrive, ça devient très vite compliqué. Il faut prendre des mesures draconiennes. Et en fait, tout ça coûte très vite beaucoup d'argent si on n'a pas un petit peu anticipé en amont. Alors vous, dans votre société, vous intervenez en amont et en aval. Les deux, mon général, en anticipation, en action et en réaction. J'interviens même une fois que la problématique a explosé ou que la crise est majeure. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de crise majeure que vous avez eu à gérer pour une entreprise sans forcément nous donner le nom de l'entreprise? Bien évidemment, je ne peux pas vous donner de nom parce que je suis soumis au secret professionnel, mais je vais vous donner un exemple de quelque chose qui est arrivé il y a quelques années à un client qui a envoyé une équipe faire un séminaire d'entreprise aux Pays-Bas. Dans l'équipe de séminaire, il y avait deux jeunes alternants qui n'avaient pas du tout été formés ou informés des tentations auxquelles on peut avoir accès à Amsterdam. Et à 1h du matin, après un pot et un dîner un petit peu arrosé, ces deux personnes n'ont rien trouvé de mieux que d'aller fumer des produits stupéfiants et ensuite traîner dans les quartiers où il n'est pas d'usage de traîner lorsqu'on est informé des risques que l'on court. Et ces deux personnes ont été agressées et l'un a pris un coup de couteau. Heureusement, il a eu un couteau dans le poignet, mais il aurait pu le prendre dans le ventre, il aurait pu avoir une hémorragie et décéder sur place. Et là, tout d'un coup, on commence à réfléchir en termes de gouvernance et de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et on se dit, lorsque c'est mon métier qu'on m'interroge, comment se fait-il que deux personnes n'aient pas eu une information avec l'ensemble du groupe pour dire attention, oui, on va à Amsterdam, voilà ce à quoi on a accès, voilà ce qui est autorisé, toléré, interdit pour l'entreprise, charte d'éthique, signature. Et à partir de là, on est dans la gouvernance où les relations tarifées hommes-femmes sont interdites, où la consommation d'alcool est interdite, où la consommation de produits stupéfiants est interdite. Si vous n'avez pas ce cadre de gouvernance, lorsque vous avez un incident qui peut devenir un drame, la famille, les ayants droit, peut se retourner contre l'entreprise et le dirigeant qui aura une responsabilité pénale. Et s'il ne peut pas justifier en justice qu'il avait mis en place des protocoles pour éviter ce genre d'incident, eh bien on va lui reprocher, il sera responsable pénalement. Alors, vous intervenez en France, à l'étranger, vous l'avez dit, aux Pays-Bas, mais vous intervenez dans le monde entier, en Afrique, en Asie. Quelquefois, les entreprises vous envoient pour des missions de sauvetage. Vous pouvez raconter? Oui, alors j'explique dans mon livre que sur les situations de crise sur lesquelles j'ai été déployé, j'ai été chercher des gens qui s'étaient perdus à Madagascar. J'ai été à Erbil, au Kurdistan irakien, en 2014. J'ai été déployé à 2 reprises en République démocratique du Congo sur des kidnappings. Et je suis intervenu avec mes équipes sur les attentats de Zaventem en 2016, où nous sommes allés essayer de retrouver une fratrie qui était portée disparue suite à l'explosion à l'aéroport. Alors vous parlez de kidnapping, quelquefois il y a des demandes de rançon. Quand vous arrivez sur le terrain, ça se passe comment pour vous? J'imagine qu'on ne débarque pas comme ça en disant « je vais aller négocier ».
Concrètement, comment vous faites pour retrouver ces gens-là, pour prendre contact? Alors, tout ça, je l'explique dans le livre parce que c'est compliqué à expliquer en une seule phrase, mais bien évidemment, vous imaginez qu'il y a d'abord une expérience, une expertise, et sur les situations de kidnapping avec demande de rançon, lorsque nous arrivons sur place, nous faisons d'abord une enquête. Ce n'est pas tout à fait la même chose de le vivre sur le terrain que de ce qu'on voit dans les films ou dans les séries américaines. Vous arrivez sur le terrain, vous faites la cartographie des acteurs, vous évaluez les parties prenantes et vous avez un certain nombre de contacts qui rapidement vont devenir des courroies de transmission, et il nous appartient, avec notre expérience, notre expertise et nos protocoles, de traiter les demandes et d'intervenir au profit des gens qui sont dans situation complexe. Mais je lève un pan du voile sur le livre. Souvent, lorsque l'on intervient, on n'arrive pas 10 minutes après l'incident ou l'accident. Donc lorsque l'on arrive sur les situations de kidnapping, il y a déjà eu une prise de contact. Le temps d'arriver, avec les procédures administratives et les délais de voyage, on arrive souvent entre 24, 48 heures, parfois 72 heures après l'accident. Du coup, il y a déjà une chaîne de communication qui a été mise en œuvre. Et nous, notre travail, c'est d'accompagner et de coacher, de mentorer ceux qui parlent déjà à ceux qui revendiquent quelque chose ou qui demandent quelque chose. Alors, vous n'allez pas aimer ce que je veux dire, mais est-ce qu'on peut vous comparer à un détective privé? Oui, si vous prenez la conception anglo-saxonne du private investigator, oui, il y a une partie détective privé. En France, dès qu'on dit le mot détective privé, les gens pensent tout de suite, j'aime à dire cette image de Chapeau mou ou de, comment s'appelle ce détective qui était joué par Guy Marchand. On est quand même très très loin des poncifs de ce genre de littérature ou de série. Et moi, j'interviens sur des dimensions économiques avec des très forts enjeux, avec de graves conséquences, parfois des vies humaines qui sont en jeu. Et mes équipes, parce que je ne travaille jamais tout seul, hein, mes équipes, composées de femmes et d'hommes, sont là pour accompagner un client. Et le cas échéant, effectivement, aller lui amener du renseignement que l'on peut transformer en preuve lorsque c'est nécessaire pour rester en justice. Alors, vous allez quelquefois sur le terrain dans des zones dangereuses, d'où aussi le titre de votre nom, Danger Zone. Vous n'avez jamais peur, vous paniquez pas, quelquefois vous ne vous posez pas la question de vous dire qu'est-ce que je fais là? Alors si j'avais peur et si je paniquais, je ne ferais pas le métier que je fais. Maintenant, je suis un professionnel. Donc évidemment, dans toutes circonstances, dans toute situation, il y a une évaluation du risque. Et l'évaluation du risque me conduit à diligenter une mise en œuvre de protocoles opérationnels qui me permettent de partir en sécurité. Après, évidemment, lorsque je vais en Haïti, comme encore au mois de mars, ou au Congo, ou au Tchad, ou au Kurdistan irakien, effectivement, il y a toujours une part de risque. Mais mon métier, c'est d'aller aider les gens qui sont en situation de détresse. Donc, c'est mon job. Est-ce que vous substituez pas quelque part au travail de l'État qui devrait faire ça normalement? Alors, c'est un sujet très intéressant. Merci de cette question. Oui, dans l'inconscient collectif, beaucoup de gens pensent qu'à partir du moment où nous allons collecter de l'information pour en faire un renseignement qualifié qui peut devenir une preuve recevable en justice, nous devenons ou nous empiétons sur le rôle de l'État. Lorsque nous travaillons sur une problématique de kidnapping, les gens pensent inconsciemment que c'est les services secrets qui s'en occupent. Oui et non. La justice aujourd'hui en France n'a pas la capacité à diligenter des enquêtes au profit de toutes les entreprises qui sont victimes de vols, de fraudes, de trafics, de contrefaçons diverses et variées, de conflits entre associés ou de détournement de clientèle. Il faut donc bien un moment que les entreprises se tournent vers des prestataires privés pour gagner du temps et faire valoir leurs droits et défendre leurs intérêts en justice. Donc en fait, on intervient dans ce cadre-là. Sur la partie gestion de crise, notamment sur les kidnappings, beaucoup de gens pensent que les services de l'État sont à la manœuvre. Ils le sont lorsqu'il y a danger de mort imminent ou qu'on a des journalistes ou des ONG qui ont pignon sur rue. À de nombreuses reprises, lorsque les individus sont moins connus, n'ont pas de surface médiatique, nous intervenons en toute discrétion. Et je le raconte dans le livre, lorsqu'il faut travailler en bonne intelligence et en coproduction de sécurité avec certaines personnes des services, nous savons le faire et nous nous côtoyons. Sans échange d'informations, mais nous nous côtoyons, nous nous connaissons. Et de toute manière, moi je suis ancien officier, donc si un jour on me demande d'expliquer ce que je fais, j'informerai, sans rendre compte, mais j'informerai tout en expliquant que moi je travaille au profit des intérêts d'un client qui me paye et que je n'ai pas de compte à rendre particulièrement. Mais en bonne intelligence, bien sûr, que lorsque c'est nécessaire, on se parle. Est-ce que les gens qui connaissent mal votre activité n'ont pas une tendance à vous prendre pour un barbouze? Merci de cette question. Si, évidemment, lorsque j'explique mes activités très transversales de sécurité économique et que j'évoque le fait que je ne fais pas de gardiennage, mais que je vais bien au-delà de ce que l'on appelle d'ailleurs la sûreté, eh bien les gens me comparent effectivement soit à quelqu'un de l'État, soit à un policier, soit à un mercenaire, soit à une barbouze. Donc je suis obligé de faire un petit peu de pédagogie et c'est pour ça que je dis souvent que mon métier n'existe pas et que j'ai écrit ce livre pour expliquer le cursus qui m'y a conduit,
et quelles sont la réalité de mes activités. Et dans mes activités, en fait, il n'y a aucun fantasme. Je suis un professionnel de la sécurité économique et de la gestion de crise. Alors, vous avez sorti votre livre, donc qui s'appelle Danger Zone, je rappelle, Ouais. qui est préfacé par Rémi Lenné. Rémi Lenné, il a fait un documentaire, justement, dont vous êtes au centre du documentaire, même si d'autres personnes sont interrogées. Pourquoi vous faites ce livre? Parce que finalement, vous dévoilez vos secrets de fabrication, vos secrets de fonctionnement. Alors, tout d'abord, je n'ai rien à cacher, rien du tout. Et en fait, je fais ce livre pour deux raisons. La première des raisons qui m'a poussé à écrire, c'est que je fais des conférences et je donne des cours à différentes structures académiques. Et les étudiants, lorsque je fais mes conférences ou mes cours, m'interrogent toujours en me demandant mais quel est le cursus académique qui vous a conduit à ce métier? Alors, je leur explique qu'il n'y a pas de cursus académique. Et comme je l'écris dans le livre, en fait, il n'y a pas de chemin. C'est en marchant que le chemin se fait. Donc, je raconte le parcours qui m'a conduit par les aléas de la vie, les difficultés, les expériences, les obstacles, à passer du Cambodge à l'Algérie, à l'armée, à mon cours d'officier, et puis à devenir officier de réserve et à partir en opération extérieure, et à faire ce troisième cycle. Donc, je raconte mon cursus. Et puis, depuis 2008, j'ai été engagé sur des situations complexes de très haute intensité, que ce soit des conflits sociaux en France, des situations de protection rapprochées de dirigeants et de leur famille ou d'intervention post-attentat. Et il est apparu qu'à plusieurs reprises, mes proches m'ont dit « il faut que tu écrives ce par quoi tu passes et quelle est la réalité de ton métier ». Et en fait, c'est comme ça que, naturellement, je me suis mis un jour à écrire. Et puis, bien évidemment, le documentaire La Rançon de Rémi Lenné a aussi été un petit peu un déclencheur et m'a permis de prendre conscience du fait que les gens ne connaissent pas nos activités et les métiers des gens comme moi et de nos sociétés. Alors, est-ce qu'en 20 ans d'activité, vous avez identifié une évolution des dangers pour les entreprises et quels sont les dangers principaux actuellement? Alors, l'évolution, non, il y a toujours eu des dangers et des menaces. Après, nous sommes vraiment passés depuis 40-50 ans à une dimension post-guerre froide, à une dimension aujourd'hui de multipolarité, de globalisation, de mondialisation, comme on le dit en français, avec cette notion de guerre économique qui vient du mot anglais economic warfare. Mais en fait, warfare en anglais, ce n'est pas tellement guerre, c'est d'abord conflictualité. Et aujourd'hui, cette conflictualité économique extrêmement exacerbée et agressive, et on la voit tous les jours, face à des intérêts chinois, pakistanais, indiens, américains, même avec nos alliés militaires et politiques, nous pouvons avoir des conflits économiques. Et en fait, aujourd'hui, l'entreprise, qui est le maillon essentiel du fonctionnement d'un État et d'un pays, est au milieu de cette situation de plus en plus complexe, avec des acteurs multiples, et avec parfois des sujets sur lesquels je reviens, vol, fraude, trafic, contrefaçon, détournement de clientèle ou de marchandises, et puis par extension, protection des cadres et dirigeants, conflits sociaux, attaques informationnelles ou réputationnelles, guerre de l'information, et j'interviens dans cet écosystème un petit peu particulier que l'on appelle, selon les protagonistes ou les interlocuteurs, sécurité économique ou intelligence économique. On flirte avec l'espionnage ou le contre-espionnage. J'aime pas du tout ce mot-là, mais en revanche, vous avez raison, et merci de le préciser. On est plutôt sur une logique culturelle de contre-espionnage, en fait, puisqu'on intervient, alors que l'espionnage est un terme qui définit vraiment le rôle d'un État en tant que puissance, à avoir la capacité à faire des choses qui sont sous les radars et qu'on ne voit pas. Dans le privé, on n'a pas du tout ce genre de prérogative. Et d'abord, juridiquement et légalement, c'est condamnable, et vous passez au tribunal et vous allez en prison. Donc on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut aussi de la gouvernance pour savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. Est-ce que dans une période de tension, comme on le vit actuellement avec la guerre en Ukraine, ça influe sur votre métier, ça change vos façons de travailler ou au contraire, ça vous donne beaucoup plus de travail? Alors, oui, la situation en Ukraine a un petit peu figé. D'abord, la situation post-Covid a figé beaucoup de choses. La situation en Ukraine a crispé et figé d'autres choses autour. Et tout d'un coup, on voit apparaître avec ce qui se passe en Afrique et le départ de nos forces françaises et la perte de nos zones d'influence, une cartographie géopolitique qui est en train totalement de se métamorphoser. Et nous entrons dans un nouveau paradigme dans lequel, tant au niveau tactique, opératif que stratégique, les entreprises et les intérêts économiques souffrent et ont des problématiques auxquelles elles ne savent pas toujours répondre parce qu'elles n'ont pas cette culture sécuritaire. J'imagine que justement cette guerre en Ukraine a une influence aussi en Afrique. On a beaucoup d'entreprises en Afrique. Vous intervenez souvent dans ce cadre-là, plus peut-être actuellement avec les milices Wagner qui ont débarqué à droite et à gauche? Non, pour le moment, j'ai pas. Nous, en tous les cas, moi, mes activités n'ont pas eu de demande particulière de plus sur l'Afrique. Mais oui, j'étais en Côte d'Ivoire, comme j'étais aussi au Congo il y a quelques années et récemment.
Pour le moment, la situation est tellement complexe que les gens sont d'abord en phase d'observation. Et vous avez raison de mentionner la milice Wagner, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi les milices équivalentes qui sont turques ou les entreprises privées chinoises qui n'ont rien de privé, puisqu'une entreprise de sécurité privée chinoise ne peut pas être privée, puisqu'en Chine, il n'y a pas la liberté d'entreprendre. Donc ce sont des entreprises d'État, en fait. Et tout ça est un écosystème qu'il faut désormais appréhender et comprendre pour savoir comment nous allons pouvoir nous mouvoir dans cette dynamique complexe et qui tend à se complexifier, tout en préservant nos intérêts économiques qui sont nos débouchés commerciaux et les emplois de nos jeunes diplômés. Alors, est-ce que dans votre secteur d'activité, il y a une évolution de la demande? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui font ça? Quelles sont les perspectives? Et est-ce qu'il y a des débouchés, effectivement, et pour quel profil? Finalement, vous, quand vous recrutez dans votre entreprise, vous allez chercher quoi comme profil? Alors, majoritairement des anciens militaires qui ont plutôt une compétence ou une expertise liée au renseignement et à l'analyse du renseignement. Après, je vais chercher beaucoup d'étudiants. Parce que j'aime à mixer ces deux typologies de profils pour créer des équipes ad hoc qui ont une grosse expertise et puis qu'il y ait aussi un transfert de savoir et de compétences dans les deux sens. Et du coup, les profils étudiants sont plutôt écoles de commerce orientées sécurité, défense, relations internationales, et puis des jeunes qui ont envie de découvrir un métier dont on ne parle pas forcément dans les milieux académiques, puisqu'il n'y a pas de code APE qui définit mon métier. Je ne suis ni journaliste, ni comptable, ni médecin. Voilà, je suis expert en intelligence économique. Déjà, faudrait-il pouvoir définir ce terme de manière précise et inamovible. Et ce n'est pas toujours très simple. Donc voilà le type de profil que j'utilise, mais niveau généralement de troisième cycle. Et il y a de plus en plus de demandes sur ce marché? Il y a d'autres entreprises qui se créent parce qu'il y a une demande croissante? Oui, il y a un écosystème français en matière d'entreprises qu'on appelle aujourd'hui entreprises de sécurité et de services de défense, qui sont donc au-delà de la notion de gardiennage et qui produisent des prestations de services liées à la sécurité économique et à la protection des entreprises et de leurs dirigeants. Et vous avez un écosystème parisien et un écosystème rhône-alpin qui n'est pas très étoffé encore aujourd'hui. En revanche, la concurrence internationale est sévère et majoritairement anglo-saxonne, puisque les anglo-saxons, dans une posture ultralibérale, ont depuis très longtemps externalisé un tas de prestations qui, pour nous Français, jacobins, devraient venir de l'État. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, l'État n'a plus les moyens, ni le temps, ni le volume humain pour répondre à toutes les demandes. Et petit à petit, les entreprises se tournent vers les entreprises du privé. Alors qu'aux États-Unis, dès lors que vous avez un problème, vous allez voir un détective privé, économique, on ne parle pas d'histoire de divorce, et vous allez voir une société de sécurité, généralement montée par d'anciens militaires, qui ont pignon sur rue, et ça a été l'explosion de ce que certains ont appelé les sociétés militaires privées en Irak pour commencer, dont on a vu la suite en Afghanistan et qu'on retrouve désormais sur le théâtre ukrainien ou au Moyen-Orient. Et le pendant négatif de tout ça, l'antithèse étant Wagner, qui est l'opposé de ce que toutes ces entreprises essayent de faire avec de la gouvernance et de l'éthique au profit des intérêts de leurs entreprises nationales. Alors, avant qu'on se quitte, un dernier conseil pour les entreprises qui sont vos clients? Alors, oui, un conseil, commander, c'est prévoir. Et la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà ce que j'aimerais dire aux dirigeants qui nous écoutent ou qui nous écouteront. La confiance n'exclut pas le contrôle et le commander, c'est prévoir. Il faut donc anticiper. Anticipation. Merci Toujours. David Orneus. Merci. Je rappelle donc que vous venez de publier un livre qui s'appelle Danger Zone. Je vous invite à aller le voir. Vous pouvez aller sur le site internet d'ailleurs qui a été créé ad hoc spécifiquement pour ça, donc dangerzonethebook.com. Vous pouvez commander le livre. Honnêtement, je n'ai pas eu le temps de le lire en entier, mais ce que j'en ai vu est plutôt passionnant. Merci beaucoup. Merci, Bonne fin de journée. Merci à vous. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez prendre contact avec l'émission sur dgp@lionmag.com. À la semaine prochaine.